Salut à tous. Et si on allait plus loin dans Nihongo ga Dekimasu avec le titre Harukaze des scandales? J'ai choisi cette chanson pour vous parler du mot... Claire. On en a parlé, là tu présentes 100%, pas Nihongo ga Dekimasu. Ah mais oui, suis-je bête. Désolé. Attends, en fait c'était ça ton intro? Pour ton premier 100%, tu fais genre tu te trompes d'émission? Bah ouais, pourquoi? Non, rien, continue. Je disais donc que ce mot signifie vent d'automne et qui permet de... Attends, tu continues sur la même blague? Bah oui, c'est toi qui m'as dit de continuer. Oui, mais... Attends, je voudrais t'y voir, tu crois que c'est facile d'arriver comme ça, à faire une première dans 100%? Bon, ok, t'es pourri mon intro, bah vas-y. C'est ça, mais quand même... Ah bah voilà, pour critiquer il y a du monde, mais pour donner des idées, il y a plus personne. Bon, t'as le sommaire là, parce qu'à force de m'interrompre, on n'avance pas beaucoup. Hein. Oui, j'ai le sommaire, donc... il y aura une critique sur Dust, Nelician Tale, donc c'est un jeu un peu dans le style de Muramasa. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Muramasa? Muramasa, on dit jamais Z en japonais, c'est toujours S. Tu l'as appris où ton japonais? Pardon, je reprends. Donc une critique sur Dust, Nelician Tale, un jeu dans le style de Muramasa, un reportage sur FIFA 13 et un rétro magique sur Erx Adventure. Ok, bah voilà quand tu veux. Bon, par contre, la prochaine fois, s'il te plaît, hein, tu me prépares un petit peu mieux tes sommaires parce que les gens sont live et s'attendent à un minimum de qualité, ok? Je compte sur toi. Oui, d'accord, mais il faut aussi que je te dise, les rubriques, maintenant, elles sont plus toujours dans le même ordre. Je sais pas si je t'expliquais, mais l'animateur peut changer. Bon, tout de suite les news. Sorti il y a déjà plus de 3 mois, Theater Rhythm Final Fantasy continue de fournir leur dose hebdomadaire de nouveaux morceaux musicaux à télécharger aux joueurs de bon goût. On trouvera par exemple dans la toute première livraison de septembre les thèmes des ultimes combats de FF8 et FF9. Pour rappel, Theater Rhythm Final Fantasy, c'est ce rhythm game terriblement addictif qui comporte dans son game system des éléments de RPG. Le jeu se rapproche d'un Oendan dans les challenges qu'il propose au stylet, avec des tapotages en rythme, des glissades dans une direction précise ou encore des courbes à suivre. Bien évidemment, il offre, comme son nom l'indique, une grosse partie de l'univers musical de la série Final Fantasy. D'autres éléments de la saga phare de Square Enix se retrouvent également dans ce titre, comme le bestiaire évidemment, mais aussi les personnages principaux. On peut ainsi se constituer sa petite Dream Team, la faire évoluer afin de gagner des points d'expérience, des nouvelles compétences et des items qui faciliteront les challenges et débloquer petit à petit le contenu vraiment massif dont le jeu dispose. Réussite aussi bien artistique que ludique, Theater Rhythm aura été pour certaines personnes de la rédac le jeu de l'été. Et même si les aléas du calendrier ne nous ont malheureusement pas permis d'en faire la critique dans les normes en vigueur, on invite évidemment les fans de la série ou tout simplement les mélomanes à se procurer ce titre hautement inspiré. Half Minute Hero est apparu pour la première fois sur PSP en mai 2009 et sera bientôt disponible sur PC via Steam. Le 27 septembre, les joueurs PC pourront en effet s'essayer aux aventures de ce héros qui arrive à sauver le monde en 30 secondes chrono. Le chevalier que vous incarnez a été chargé par la déesse du temps de sauver le monde avant qu'un terrible sort ne l'anéantisse dans quelques instants. Heureusement, le pouvoir de la déesse peut stopper le temps dans les villages afin que vous puissiez vous équiper, vous guérir ou encore vous accorder une rallonge de temps. Mais une fois dehors, le compte à rebours impitoyable recommencera. Cette version PC sera la plus complète à ce jour et proposera les différents modes qui ont pu être développés au fil des versions successives. On peut citer entre autres le mode Evil Lord 30 qui marche sur le principe du RTS et le mode Princess 30 qui lui fonctionne sur le modèle du shoot'em up. Enfin, on peut saluer la campagne de promo la plus courte de l'histoire qui accompagne la sortie du jeu. Le 27 septembre sur le site officiel du jeu à 19h, des codes permettant de télécharger le jeu dans son intégralité seront disponibles pendant 30 secondes seulement. Le lendemain, à la même heure, ceux qui n'auront pas été assez rapides pourront retenter leur chance, toujours pour 30 secondes uniquement. Sunflowers est le nouveau jeu de Game Atelier, jeune studio à qui l'on doit déjà Flying Hamster. Leur nouveau titre est un puzzle game dans lequel vous contrôlez le soleil qui cherche à faire pousser les plus belles fleurs qui soient dans votre jardin virtuel. Vous pourrez collectionner jusqu'à 330 fleurs différentes sur PS Vita et iOS et même offrir les plus belles à vos connaissances. Sunflowers est disponible depuis le 12 septembre. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent se ruer sur l'Extra Life avec le Dr Lacave qui vous dira tout du jeu. Désolée pour cette introduction un petit peu confuse tout à l'heure. Je voulais essayer de faire quelque chose de marrant pour ma première Sono Life, mais bon, c'était pas du goût d'Alex apparemment. Pour repartir sur de bonnes bases, reprenons les présentations.
Je m'appelle Claire et vous pouvez m'entendre dans l'émission Nihongo ga Dekimasu-ka. C'est moi qui vous parle d'un mot de japonais à travers les paroles d'une chanson ou d'une phrase tirée d'une émission de No Life. Et il y a un mois environ, un soir, je reçois un mail d'Alex qui me demande si je serais partante pour faire un essai pour présenter 100%. Inutile de vous dire que j'ai un petit peu de mal à dormir cette nuit-là. J'ai fait l'essai, tout s'est bien passé et puis me voilà là aujourd'hui. Maintenant que les présentations sont faites, on va regarder la critique. Ou une autre rubrique, tu vois. En fait, On c'est va pas regarder forcément, la critique. Send these foul creatures from this existence. L'histoire du développement de Dust an Elysian Tale est une aventure en soi, un récit épique. Dean Dodrill, alias Nogi, est un Américain vivant dans le Colorado, animateur de métier. Dans le milieu du jeu, il est connu pour avoir réalisé à la fin des années 90 les scènes cinématiques animées de Jazz Jackrabbit 2 et commencé à travailler sur le 3 qui ne verra finalement jamais le jour. Il a également bossé sur un projet de long métrage animé 100% indé, Elysian Tale, qu'il développe avec son épouse. Toujours en cours de production, ce long a finalement été mis de côté pour permettre la mise en chantier d'un projet de jeu début 2009. Mais en tant qu'artiste de formation, Dean Dodrill ne savait pas programmer, ou à peine. Sa dernière expérience dans le domaine remontant à une vingtaine d'années, il a donc réappris pour l'occasion. Un défi complètement dingue quand on y réfléchit, et au regard des ambitions de Dust an Elysian Tale, qui s'explique qu'au départ, il ne souhaitait faire qu'un petit jeu, un titre avec des graphismes NES, pixel art, développé sur 3 mois. Finalement, le projet a pris une toute autre ampleur pour intégrer l'univers créé durant la conception du dessin animé An Elysian Tale. Le résultat est un Metroidvania avec de superbes graphismes 2D, animé avec un souci complètement fou du détail. Dust an Elysian Tale peut être comparé à ce niveau au somptueux Muramasa de Demon Blade, sorti sur Wii par VanillaWare. Sauf que le studio japonais a mis à contribution une vingtaine de personnes, Dean Dodrill lui étant tout seul. En fait, comme Eric Chahi 20 ans auparavant sur Another World, il a tout fait lui-même, mis à part les musiques et les bruitages, signés par les Irlandais de Hyperdub Soundworks, l'enregistrement des voix, géré par Toon Platoon Casting, sans oublier le concours d'Alex Kane à l'écriture et au peaufinage du scénario et des dialogues. Tout le reste, graphisme, animation, game design, level design, programmation, cinématiques animées, c'est lui. Le développement du jeu nécessitera environ 4 ans de travail, au rythme de 16 heures de boulot par jour, week-end compris, sachant que Dean Dodrill n'est pas un étudiant, mais un père de famille de 36 ans, avec ce que cela suppose de contraintes et de responsabilités. Initié comme un projet Xena pour sortir dans le cadre de la catégorie jeu indé du marché de la Xbox 360, Dust an Elysian Tale sera repéré par Microsoft lors du Dreamville Play 2009. Ce concours organisé par Microsoft permet de repérer des jeux amateurs intéressants avec un premier prix de 40 000 $ à la clé, sans oublier un éventuel contrat pour sortir le jeu sur le Xbox Live Arcade, bénéficiant d'une visibilité tout autre que les jeux indés. Dean Dodrill, lui, touche le jackpot en septembre 2009. Le premier prix plus le contrat XBLA. Et c'est dans le cadre prestigieux du Summer of Arcade 2012 que Dust an Elysian Tale sort enfin. Quant au débat, doit-on prendre en compte dans une critique le fait qu'un jeu ait été développé par une seule personne et non une grosse équipe? La réponse pour nous est oui, bien évidemment. Comment ignorer la dimension humaine d'un tel projet? Pourquoi couper volontairement le cordon ombilical reliant un auteur à son œuvre? On ne critique pas un film de Woody Allen comme une banale comédie de mœurs, mais comme un film de Woody Allen avec ce que cela comprend de recul par rapport à son cinéma, ses obsessions et ses travaux précédents. Pour le jeu, c'est la même chose, ce qui ne signifie pas que l'on doit être plus indulgent. Il convient tout simplement de remettre les choses dans leur contexte. De toute manière, ce débat était nettement plus valable pour la sortie d'un Fez bien buggé que d'un Dust an Elysian Tale peaufiné à s'en brûler les rétines. Is that it? Did we get all of them? The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. L'histoire de Dust an Elysian Tale a été écrite par Dean Dodrill et retravaillée en collaboration avec Alex Kane, écrivain freelance, mais également game designer pour le studio Venan Entertainment. Elle met en scène un héros ténébreux, Dust, qui se réveille dans une forêt éthérée aux côtés d'une épée qui parle, Ara, et d'une petite fée renard, Fidget, n'ayant pas sa langue dans sa poche. Stop! Stop right there! C'est sans surprise que l'on découvre que Dust est amnésique et que Fidget fera office de sidekick, Ara étant le sage qui en sait bien plus qu'il ne le dit. Calm yourself, Fidget. Classique, le scénario du jeu n'en est pas moins assez ambitieux, avec 40 personnages doublés par autant d'acteurs et plus de 1700 lignes de dialogue. Plutôt convaincant, quoique par moments assez crispant, les doublages sont en anglais, les textes étant quant à eux en français.
Lors des dialogues, où l'on peut parfois choisir l'ordre des questions posées, les personnages animés apparaissent en 2D dans les coins de l'écran et affichent un design empreint d'une certaine naïveté. L'efficacité de l'histoire de Dust and Elysian Tail dépendra certainement de l'âge des joueurs. Mais on ne peut pas ignorer les efforts consentis, d'autant plus que ces derniers ont bien failli être réduits à néant à quelques mois de la sortie. Dans une interview donnée au site The Verge, on apprend qu'un bug majeur l'a en effet contraint à envisager de virer l'intégralité des dialogues du jeu au cours d'une crise de 11 heures, à l'issue de laquelle, brisé, il décide de dormir. Il se réveille quelques heures plus tard, après avoir conçu dans son sommeil une nouvelle façon de programmer le système de dialogue et de gérer les temps de chargement. Et ça marche. Le jeu a même gagné des temps de chargement plus courts durant cette période de crise. On vous avait bien dit que le développement de ce jeu était en lui-même un récit épique. Best of luck on your quest. Look out! We've got company! Inspiré par des classiques tels que Metroid, Castlevania Symphony of the Night, Ninja Gaiden ou encore la saga Ys sur PC Engine, Dust and Elysian Tail est à la croisée des genres nombreux. C'est à la fois un jeu de plateforme exploration open world, un beat'em all et un RPG. Nous allons décrire ces 3 parties dans cet ordre, mais avouez que ça fait beaucoup pour un seul homme. Pourtant, chacune de ces parties a été développée avec une minutie et une passion dévorante. L'aspect plateforme exploration est essentiel et tient avant tout à une chose, la maniabilité. Et là, le jeu est une pure merveille. Se déplacer est en soi un plaisir, et on ne parle même pas du système de combat sur lequel nous allons bientôt revenir. Comme dans un Metroid, Dust gagne de nouvelles capacités qui lui permettent de revisiter les différents environnements affichés sur une carte afin d'accéder à des passages auparavant inaccessibles. Il peut très vite dasher en avant ou en arrière, puis exécuter des doubles sauts absolument jouissifs et divinement animés, s'accrocher à des ronces, glisser au sol, etc. Une barre de stamina permet de limiter l'utilisation du dash et d'autres mouvements. Les principaux niveaux sont constitués d'un nombre important de zones à explorer, entrecoupées de vagues d'ennemis et ponctués de points de sauvegarde qui permettent de regagner une partie de son énergie et de se téléporter. L'aspect beat'em all est clairement inspiré de Ninja Gaiden et a bénéficié des conseils avisés d'une pointure de la scène indé, James Silva, du studio Ska, à l'origine de la série 18+, de Dishwasher. Mais il est difficile ici de ne pas songer à Muramasa de Demon Blade. Les coups de Dust ne sont pas ultra nombreux, mais s'enchaînent de manière fluide et aérienne. On peut également associer les projectiles assez ridicules de Fidget, son compagnon ailé, pour déclencher de véritables tornades en faisant tournoyer son épée. L'occasion rêvée de faire grimper son compteur de combos afin d'atteindre le fameux 1000 combos et le succès qu'il débloque. Mais là encore, il faudra veiller à ne pas épuiser Fidget, dont la jauge d'énergie se vide assez rapidement, ni à blesser Dust en maintenant trop longtemps son attaque. Whoa! What was that? Did you just hit yourself? Certains ennemis plus massifs nécessiteront l'utilisation des esquives dash, ou du contre, qui déclenche un pot sonore et visuel des plus jouissifs. L'important ici n'est pas la complexité des coups, mais la capacité du joueur à faire durer une chaîne de combos, sachant que lorsqu'il se fait toucher, il perd son combo bien sûr, mais également le bonus d'expérience associé. Ce qui nous amène naturellement à la dernière partie du gameplay proposé par Dust and Elysian Tail, l'aspect RPG. Alors déjà, on gagne des points d'expérience qui permettent d'augmenter petit à petit 4 compétences. Sa santé max, son attaque, sa défense ou la puissance des projectiles de Fidget et par conséquence de son attaque tornade. Sachez que le niveau d'expérience a été maxé à 60, ce qui est déjà pas mal. De nombreux objets pourront être lootés sur les monstres abattus, ces derniers permettant d'équiper son personnage. Des objets qui peuvent être vendus dans les boutiques et parfois achetés. I've been expecting you, stranger. Des matériaux peuvent aussi être récoltés afin de fabriquer des équipements plus costauds à l'aide des plans récupérés. Mais avant de fabriquer quoi que ce soit, il faudra trouver le forgeron. Ah, my favorite customer. What can I do for you? Oui, le jeu comprend un système de crafting. Les matériaux récupérés peuvent ainsi être vendus en boutique pour que ces derniers en fabriquent d'autres, ce qui évite de se taper du monstre juste pour récupérer 10 bouts de métal par exemple. Tout a été pensé pour faciliter la vie du joueur. Même le forgeron peut être mis à contribution à distance une fois un certain objet en sa possession. Les équipements, armures, amélioration de l'arme, bagues, pendentifs possèdent également des capacités spéciales sous forme de modificateurs permettant d'augmenter le nombre de points d'expérience récoltés, ou l'or, ou les objets lâchés par les ennemis, et ainsi de suite. Franchement, on ne va pas vous en dire plus et vous laisser le plaisir de la découverte. On se contentera simplement d'énumérer quelques détails. Persos caméo à collectionner, défis à relever dans des arènes, indices cachés, mini-quêtes et NPC. Hey, are you here to help me?
Something here is making me uneasy. Like the calm before a storm. Comment ne pas tomber amoureux de ce jeu? C'est impossible tout bonnement pour qui a aimé un tant soit peu Muramasa, Castlevania Symphony of the Night ou Super Metroid. Si Dust and Elysian Tail n'innove pas vraiment, il compile tout ce qui nous a plu dans ces différents titres avec un brio d'autant plus étonnant que le jeu est l'œuvre d'un seul homme. Et puis ce jeu, rappelons-le, coûte 1200 points Microsoft, soit environ 15 €. 15 € pour autant d'heures de jeu, des environnements variés, dessinés à la main, bourrés de détails et sujets à des effets météo aléatoires stupéfiants. Le tout sans jamais que l'animation perde en fluidité, à de très rares exceptions près, même lorsque les ennemis animés comme dans un dessin animé grouillent à l'écran. 15 heures, voire une petite vingtaine pour qui souhaite finir le jeu à 100% ou plus. Si les combats peuvent paraître répétitifs et que la difficulté n'est pas calibrée de manière optimale, avec des items trop vite généreux en bonus de compétences, on s'amuse, on s'émerveille et on admire le travail accompli. Là où l'on pouvait s'attendre à un jeu attendrissant par son ambition et sa passion, mais finalement farci de défauts, on découvre un titre peaufiné à l'extrême, bourré de détails, révélant la personnalité maniaque et jusqu'au boutiste de l'auteur. Au-delà de Dim Dodrill l'artiste 2D, c'est Dim Dodrill le gamer que l'on découvre. Même les bruitages et les musiques sont réussis. Non, franchement, téléchargez au moins la démo du jeu et donnez une chance à ce Dust and Elysian Tail. Yeah, take that, Mimi. Don't hold back, Fidget. Après cette formidable critique, je vais vous raconter un petit peu ma vie, vous allez voir, c'est passionnant. Donc déjà, je pense qu'il faut dire que j'ai vécu un petit peu au Japon, et en rentrant en France, j'ai déménagé un petit peu par hasard à 2 pâtés de maison d'une ancienne amie de lycée, qui prenait des cours de japonais dans une école, et parmi les élèves de sa classe se trouvait Olivier, alias Foussé sur le forum, avec qui elle a sympathisé. Et il se trouve qu'à l'époque, Olivier réfléchissait déjà depuis un bon petit moment au projet Nihongoga d'Ekimaska, mais qu'il recherchait quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu en japonais pour pouvoir s'occuper de la 3e partie de son émission. Et c'est là que mon amie a pensé à moi et qu'elle m'a présenté à Olivier. Voilà comment ça a commencé. Faisons une pause dans cette histoire trépidante pour regarder le reportage sur FIFA 13. Ou Rétro Magique par exemple. On regarde le reportage sur FIFA 13. Comme tous les ans, la division sport d'EA se pointe avec un nouveau FIFA et son lot d'innovations allant toujours plus loin dans le réalisme et l'authenticité. Prévu pour le 28 septembre prochain, FIFA 13 nous a donc été présenté par son gameplay producer, Aaron McHardy, lors d'un showcase EA à Londres qui s'est déroulé il y a quelques mois. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur les améliorations apportées à ce nouveau volet. One of those is the player impact engine and some of the fixes that we've done in that engine to improve it for this year. So we focused on 2 things really in the player impact engine. We've focused on polishing up the last remaining issues that we had with our collisions last year in stumbles and fall situations. So situations like unrealistic movement of the arms where they get caught out of position and situations like catapults and stuff like that. This year we've gone back to the base level of our model to make the strengths of the players a little bit more humanistic so we get more realistic reactions all over the pitch. The second part of that is we've tried to add little features in and around the player impact engine to make it more than just collisions and stumbles and falls. And what that means is we've added features and effects to push and pull, which is a feature we had last year. And we've added the ability for strong defenders to really use that ability to push and pull to greater effect this year. And of course, walk the line a little bit. Last year, our referee maybe didn't understand that situation and couldn't call those fouls accordingly. This year, he has a better understanding of those situations, which has allowed us to really expand on those mechanics and really bring physicality a little bit more to the table, allowing more tools for defenders to use in trying to dispossess the opposition. Something we like to call using the body, where players can step in front and seal off a player before he goes back to the ball. On trouve donc dans FIFA 13 pas mal d'améliorations de système inclus dans le précédent titre, mais aussi de toutes nouvelles features, comme le First Touch Control, la gestion de la première touche lorsqu'un joueur reçoit la balle. Un point effectivement important dans la mesure où un contrôle parfaitement exécuté peut être déterminant en phase d'attaque. So first touch control was a big feature for us we put in this year, and I think it's analogous to what we did last year in tactical defending.
we asked you last year in Tactical Defending to think differently about how you defended the game. And what that did was created a more engaging experience on the defensive side of the ball, but also created up a whole lot more opportunity on the attacking side of the ball in that there was a lot more space available on the pitch. Now, one of the things that we struggled with a little bit last year was the opportunities that you got to win back possession, which is one of the areas we wanted to focus on this year, which is one of the main reasons we brought in this feature, First Touch Control. What it was last year is every time a pass was played into you, whether it was a very difficult pass over the shoulder, 40-yard ball while there's pressure at your back, or a very easy pass that was slow and you had time and space to take it, you always had a perfect touch. Similar to the greatest players in the world, doesn't matter what player you were in the database, your touch was almost absolutely perfect. So what we've done this year is taken all of the learnings that we've had in our kicking error system over the last 5 years and applied them to trapping. So we're studying the context of the situation. Is the ball coming in fast? Is the ball bouncing? Is it raining? Is the player that's controlling the ball skilled, or is he less skilled in controlling the ball? Is there pressure at your back? Is somebody pushing you? Is somebody pulling you? All of these things will factor into every touch you take when you're receiving the ball this year to create more realistic outcomes in some of the more difficult situations that happen on the pitch. So now if I go back to that analogy that we had with Tactical Defending, we're asking you to think differently in attacking this year about how you construct your attacks going forward and how you're going to break down the opposition. We're asking you to think about, am I putting this player into a difficult position where they're likely to take a bad touch and maybe cough up possession? Maybe if that player is really good, if you have Lionel Messi, you can play that ball because you know he can handle it. But maybe if he's not and he's under pressure, maybe you decide to do something else and think a little bit more strategically about how you're going to construct that attack. Parmi les améliorations apportées, il en existe quelques-unes qui ont été suggérées par la communauté ou les différents feedbacks que l'équipe d'IA a reçus. Nombre d'entre eux tournant principalement autour de l'IA en attaque. The number one piece of feedback that we got from our fans the most often was they didn't feel that they liked the way that the AI behaved. Now that's a very broad comment because AI can mean a number of things in a video game. But what I think that they were trying to get to is we made a lot of changes to tactical defending in FIFA 12, which opened up a lot of area on the pitch. And now when you tried to exploit that space that was now available on the pitch, sometimes people felt that the attacking options that you had in those scenarios were maybe not as plentiful as they would like. So we've taken that information and we've really invested heavily in our attacking intelligence this year. We've re-architected a way that our positioning system works so that the players on the pitch have a better understanding of how they can analyze space and decide to go on runs. We've also given them a whole bunch of new behaviors and new run types that they can use. They can curve to try and stay onside, they can curve around defenders to get to important space behind, and they can do things like choosing runs that are a lot more decisive than maybe some of the runs that they made last year where they were changing directions often and not really making a concerted effort to get into good space. On top of that, we've also given them the ability to think 2 plays ahead like the real world superstars do. So they're now anticipating what the next most likely play is going to happen and adjusting their position according to that, not just on where the person who has the ball is currently. And that's an advancement, a new way of thinking that we put into the game that is something that you see outside in the world's greats, the guys like Lionel Messi, what you see in Barcelona, these guys anticipating the play, getting into space early so that we can create more interesting attacks and the flow of the game improves. So we've really doubled down our efforts in what we're doing in attacking intelligence to try and bring this new behavior to our consumers to satisfy their craving for new intelligence in FIFA. Faisant preuve d'un réalisme plutôt hallucinant, aussi bien visuellement que dans la physique, les tactiques et les comportements des joueurs, ce FIFA 13 semble se rapprocher sévèrement d'une simulation de foot irréprochable. On trouve ici une volonté de retranscrire le plus fidèlement possible tous les aspects du football. Mais alors, on peut se demander si cette course au réalisme ne risque pas de minimiser l'aspect fun qu'un jeu vidéo doit proposer. It's a very good question. I think every year our directive is to get more authentic and more real. But our goal is always to make the most fun experience that we can, because we're making a video game. The luxury that we have is we get to model a sport that is already inherently fun. So the more details we end up bringing in, so long as we don't do them in a complicated way that's difficult to understand, the more details that we can bring in, the richer and more engaging the experience is when you play the video game. So it actually equates to fun. Getting those details right, so what you expect to happen on the screen actually happens, is inherently good. We talk about
capturing the unpredictability of real-world football in FIFA 13, and that's really been our goal this year. And when you think about just the feature I've talked about, the first touch control, when a ball's coming in over the top and you have pressure at your back and you're a poor defender, you don't expect that player to be able to take that ball down perfectly. So the fact that we're getting the details in there to do that correctly doesn't take away from the fact of what you're expecting on the pitch and how you perceive fun. It actually only adds to the experience because it makes you think more about football and less about a video game. So inherently what we're doing is we're removing the step where you actually feel like you're playing a simulation and moving closer to the point where you actually feel like you're playing professional football. And that's the approach that we try and take year in and year out, which I think, as I said at the beginning, we're lucky in that we can go out there and try and capture the unpredictability of real football, and that actually presents itself in the way that we do it as fun for the game. On rappelle enfin que le 13e volet de FIFA sortira le 28 septembre prochain sur à peu près toutes les machines du marché, et on vous prépare bien évidemment une critique dans les normes en vigueur dans un prochain 100%. Suite de mon histoire, donc j'ai rencontré Olivier qui m'a parlé plus précisément de ce qu'il souhaitait que je fasse pour Nihongo ga Dekimasu. Et pour moi c'était la mission parfaite parce que j'adore enseigner le japonais et là j'avais l'occasion de le faire à grande échelle grâce à No Life, donc j'ai tout de suite dit oui. Bon, par contre, Olivier m'a aussi dit que c'était à moi de faire la voix off. Alors là, j'ai un petit peu plus paniqué parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et puis, je suis plutôt timide et réservée de nature, donc j'avais du mal à m'imaginer en être capable. Mais bon, je me suis dit, on va essayer, hein, on verra bien ce que ça donne. Et au final, c'était plutôt marrant. Mathilde, qui s'occupe du son, elle m'a vite mise à l'aise et puis j'ai fini par y prendre goût. Mais ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'ai l'impression d'avoir deux voix. La voix que j'ai tous les jours pour parler normalement et la voix que je prends pour enregistrer la voix off de Nihongo ga Dekimasu avec un ton un petit peu particulier. Ça fait bizarre la première fois qu'on s'entend. Maintenant, on va regarder Retro and Magic. Voilà, ou... non. Non, mais il n'y a pas d'autre truc, donc Retro and Magic, hein. Il y a bien longtemps, dans Retro and Magic, nous vous avions parlé de Zombies Ate My Neighbors, un fabuleux jeu d'action 16 bits créé par LucasArts en partenariat avec Konami, et sa suite moins connue, Ghoul Patrol. Mais il existe un troisième jeu conçu par la même équipe, cette fois-ci sur PlayStation et Saturn, Erk's Adventures. Le gameplay de Erk's Adventures est dans la droite lignée de celui de Zombies Ate My Neighbors. On retrouve le même type de vue du dessus, et il s'agit toujours de se frayer un chemin au milieu de hordes d'ennemis plus ou moins délirants. On retrouve même les deux slots permettant de stocker des armes et objets secondaires, à la différence que cette fois-ci, plus question de parodier les films d'horreur. En effet, les développeurs menés par Mike Ebert et Dean Sharp ont décidé de s'en prendre à la mythologie grecque. Au sommet du mont Olympe, Zeus et Hadès jouent avec le destin des hommes. Hadès a décidé d'enlever la belle Perséphone, déesse du printemps, et de l'emprisonner au plus profond de son royaume macabre. Pour contrer ses plans, Zeus invoque trois des plus puissants héros grecs, le musculeux Hercule, le rusé Jason et Atalante, archère émérite. Chaque personnage possède ses forces et faiblesses pour triompher des légions d'Hadès. Hercule est plus fort physiquement, Jason plus rapide, et Atalante peut atteindre des cibles en apparence inaccessibles avec son arc. Il était bien évidemment possible de jouer à deux en coop. Contrairement à Zombies Ate My Neighbors qui était découpé en niveaux successifs, Erk's Adventures proposait un seul et vaste monde que le joueur devait explorer à la manière d'un épisode de Zelda. Comme dans Zelda, le joueur devait affronter une succession de boss afin de collecter les clés ouvrant les portes du royaume d'Hadès. Ces boss étaient bien évidemment eux aussi issus de la mythologie grecque. C'est ainsi que l'on affrontait le sanglier de Calydon, le Minotaure, la Gorgone Méduse, l'Hydre ou encore le géant de bronze Talos que les fans de Shining Force connaissent bien. Lorsqu'il n'était pas en train de découper du monstre en rondelles, le joueur collectait des pièces d'or lui permettant d'acheter divers services aux autochtones. Par exemple, un instructeur pouvait augmenter la force des personnages, leur permettant par la suite de soulever des rochers qui jusque-là leur bloquaient le passage. Encore une fois exactement comme dans Zelda. En beaucoup plus arcade toutefois. En effet, les ennemis dans Erk's Adventures sont particulièrement agressifs et respawnent continuellement. Lorsque le joueur n'avait plus de points de vie, le personnage se retrouvait aux enfers, dont il était possible de s'échapper pour continuer sa quête.
Pour reprendre de la vie, le joueur devait consommer des sandwichs grecs évidemment. Parmi les autres items que le joueur pouvait trouver et utiliser, citons les lances qu'il était possible de lancer sur les ennemis, les piments permettant de cracher le feu, le faucon qui attaquait les ennemis à portée, ou encore la foudre de Zeus qui infligeait des dégâts spectaculaires. Comme tous les jeux LucasArts de la grande époque, Erk's Adventures n'était pas très sérieux. Outre le style graphique cartoon, les panneaux d'affichage contenant des messages humoristiques, les animations des différents personnages et plus généralement le délire ambiant, le jeu partait particulièrement en vrille dans sa dernière partie. On ne spoilera pas la surprise ici, mais disons simplement que même Eric Van Daniken n'aurait pas rêvé mieux. Erk's Adventures n'est pas aussi connu que Zombies Ate My Neighbors, mais il en possède pourtant toutes les qualités. Cette grande aventure délirante dans la mythologie grecque fait incontestablement partie des meilleurs jeux LucasArts et est l'une des perles oubliées de l'ère 32 bits. Et voilà, vous savez maintenant comment je me suis retrouvée dans Nihon Goga Dekimaska et à partir de maintenant dans 101%. Donc comme vous pouvez l'imaginer, je vous parlerai plutôt assez souvent du Japon. J'espère que ça vous intéressera et puis que ça se passera bien. Je compte sur vous, yoroshiku. Et je vous dis à bientôt. Salut!